Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la suite de mes recherches. Comme vous le savez, le futur est assez flippant. Toute personne qui a un peu de capital devant elle, un capital financier, se demande bien à quelle sauce on va être mangé et surtout où parquer son argent. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une solution que j'ai testée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne les valeurs d'alcool en bourse, puisque qu'il y ait des crises ou pas, on picole tous comme des trous, histoire d'oublier notre dure condition humaine. Donc je me suis dit, tiens, ces boîtes, elles sont peut-être intéressantes. Donc j'ai pris 5 leaders que vous voyez ici sous vos yeux, comme ça, et j'ai constitué un portefeuille pour voir quel est le résultat. Alors, ce que je suis en train de vous dire, il ne faut pas confondre avec la crise du siècle et l'aspect monétaire européen. En fait, il y a deux crises qui se superposent actuellement. Il y a pas mal, je trouve, de mélange entre les deux, alors que ces deux crises, pour moi, elles sont un petit peu indépendantes, en fait. C'est-à-dire qu'on a une crise européenne avec un euro qui ne marche pas. Pour info, un client m'envoie un article, ça fait froid dans le dos, 50% des loyers aujourd'hui en France sont payés par l'APL. La moitié de la France ne peut pas payer son loyer. Donc c'est un échec, le système socialiste, on le sait tous. Mais quand on voit les vraies statistiques des aides de la part de l'État, grosso modo, la dépendance est déjà presque totale de la population à l'État. C'est foutu en fait. Ce système ne peut qu'exploser, il ne peut pas repartir de l'avance. On a atteint le point de non-retour. Donc l'euro a détruit l'Europe, elle nous a vraiment détruit, c'est malheureux à dire. L'Italie, l'Espagne, la France, on s'est tous fait bousiller. La Grèce, j'en parle même pas. On s'est tous fait bousiller. Il y a que l'Allemagne et les Pays-Bas qui s'en sont sortis de ce merdier. Euh, donc ça, c'est la crise européenne, c'est une crise politique, c'est une crise de monnaie, mais c'est pas une crise monétariste, c'est une crise politique sur la monnaie en fait. Donc la monnaie étant une variable d'ajustement qui permet au pays par rapport au différentiel de productivité et d'inflation d'ajuster la valeur des choses via une monnaie flottante. Et là, on a fixé la monnaie, donc il n'y a plus aucun ajustement. Donc rien ne fonctionne économiquement et on assiste à une destruction. Ne pensez pas 2 secondes que les pouvoirs politiques n'a pas pertinemment conscience de ça. J'ai envie de dire un gros mot pour qualifier cette bande de bâtards. Bref, donc ça c'est la première crise. Alors ce problème-là, j'ai passé 2 mois là pour faire l'update sur la crise du siècle, à réfléchir à quelles pouvaient être les solutions. Donc les solutions par rapport à la crise européenne, c'est des solutions, comment dire, il faut répondre à la question où est-ce que je peux parquer mon argent pour passer un problème sur la zone euro entre 2021 et 2022. On n'est pas devin, mais voilà, on sait qu'à horizon 2 ans, normalement, ça devrait péter. Donc où est-ce que je peux parquer mon horizon à horizon 2 ans? Et donc la réponse, elle va résider dans une réflexion sur la valeur, comment elle est conservée à travers les monnaies, les pays, les indices boursiers, ou l'or, ou d'autres matières premières, etc. Mais c'est une réponse de moyen terme. 2 ans, c'est court. Il y a possibilité de se... Voilà, on est sur un parking, on ne cherche pas la rentabilité. Là, aujourd'hui, les recherches que je vous présente, c'est pour une deuxième crise qui, à mon avis, horizon de 10 ans. D'abord, cette deuxième crise, elle va passer par enfin, à mon sens, je ne suis pas devin non plus, mais ça va passer par une réinflation de l'économie mondiale, alors on fait de la désinflation depuis 40 ans. L'inflation, c'est un tueur de tout. Il n'y a pas de planque. Pour l'instant, ce qu'on raconte, c'est des conneries. Je demande, prouvez-moi que je raconte pas, que quand j'affirme que c'est des conneries, prouvez-moi statistiquement que c'est faux. On nous dit, bah voilà, pendant les années 70, il fallait placer son argent dans l'or. C'est pas vrai, l'or, vous prenez l'or et le CPI américain et vous verrez que la corrélation, elle est quasiment inexistante. Donc l'or ne protège pas d'une hausse de l'inflation. Après, on dit ouais, il faut mettre dans l'immobilier parce que les loyers peuvent monter. Bah, bon, prenez la courbe vous avez les notaires de Paris qui ont traqué avant l'INSEE en France les cours immobiliers en France. Mais vous pouvez également comparer les cours de l'immobilier en France par rapport à l'or, au prix de l'or. Vous verrez qu'il n'y a aucune progression. Et surtout, vous pouvez tout simplement prendre les cours immobiliers aux États-Unis, en Angleterre, etc. pendant cette période d'inflation dans les années 70, vous verrez que les propriétaires immobiliers se sont fait ravager la valeur de leur patrimoine en valeur réelle. L'immobilier ne protège pas de l'inflation. Après, vous pouvez prendre des exemples plus proches, comme le Venezuela, qui est en hyperinflation, l'Argentine. Vous pouvez regarder les cours également d'immobilier. Vous voyez que la hausse de l'immobilier, ou même le Brésil, ça ne couvre pas l'inflation. Donc l'inflation, c'est une putain de saloperie. Et il y a les riches comme les pauvres, la plupart, on est sur la même ligne, on se fait démonter la tronche.
C'est extrêmement compliqué de se protéger de l'inflation. C'est pour ça que j'ai fait hier une vidéo que je viens de publier avec David Ronan sur les marchés paraboliques, parce qu'une des réponses c'est les matières premières, les soft commodities, mais c'est extrêmement compliqué à manipuler. Il y a tous les 3 mois, en fait, il y a des gaps entre les différentes échéances temporelles, avec du déport, voilà, du contango par moment qui peut coûter extrêmement cher. Il n'y a pas de solution facile. Les gens qui vous redisent que machin, l'inflation, bam bam bam, tu fais ci, tu fais ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Honnêtement, c'est une prise de tête infernale. Mais il faut la faire parce que sinon, dans 10 ans, on sera tous ruinés en fait. C'est quand même assez relou. Donc, je me suis dit, tiens, est-ce que les valeurs de l'alcool pourraient, dans ce cadre de cette crise inflationniste à venir, est-ce que les valeurs d'alcool pourraient nous aider à parquer son argent? Voilà, donc j'ai pris les 5 premières et je vais montrer le résultat. Alors il y a 3 courbes, vous savez maintenant je compare, afin d'éliminer les débats un peu stériles, je compare par rapport à l'or, je compare par rapport au Nasdaq, et puis il y a mon portefeuille qui est la courbe bleue en fait des valeurs alcooliques. Ça démarre en 2005, j'ai dû rater la date, normalement ça démarre en 99. Ah ouais, c'est l'or en fait, parce que le TF-OR il a démarré en 2005, le GLD, donc il faudrait que je passe autrement. Bref, vous voyez que l'or en fait c'est à peu près de la merdouille, on n'a pas fait depuis 2011, voilà, on a fait très peu de création de valeur. Donc on va l'enlever pour remonter plus loin dans l'historique, donc je vais le mettre à 0 ici, comme ça on va s'en débarrasser, notre cher... GLD, et donc là on va arriver en 99, voilà. Donc on démarre en 99, alors pourquoi? Parce que tout simplement le TF Nasdaq démarre en 99. On pourrait remonter sinon, parce que les valeurs, ce qu'il y a de bien avec les valeurs de l'alcool, c'est que ça fait longtemps qu'elles sont là, ce sont des empires, et puis comme on picole encore une fois tous comme des trous, les marques, il y a une visibilité certaine sur les marques, chacun ses préférences, mais on n'arrête jamais cette putain de cam, donc... on a un long historique. Donc ce qu'on voit, alors évidemment en 99 c'est un peu une comparaison défavorable par rapport au Nasdaq, puisqu'en mars 2020 on fait le plus haut de la bulle internet et d'ailleurs on s'éclate et le Nasdaq s'éclate la gueule. Donc après je vais faire démarrer en 2003 pour qu'on puisse comparer en enlevant le crack de la bulle internet sur le Nasdaq pour voir ce qui se passe. Mais déjà, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que les valeurs alcooliques tiennent la route. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elles ont baissé dans la crise de 2008-2009, donc elles ne protègent pas des récessions économiques. Ça voudrait dire qu'on arrête de picoler pendant les crises. Historiquement, à la limite, si on remonte, on s'aperçoit que oui, les gens picolent moins en période de crise. Donc peut-être parce qu'il y a moins de pognon. Mais c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas trop de crise. Depuis 2018, il y a une crise économique un peu bizarre où il y a des couches de la population qui sont touchées et d'autres pas. En tous les cas, les portefeuilles, au début, j'ai cru que c'était ça, l'explication qui fait qu'on a touché sur le portefeuille un plus haut en janvier 2018 et depuis, les valeurs alcooliques vont pas très bien, mais en fait, pas du tout. Et je vais en venir, c'est pour ça que je vais faire la transition et qu'on va faire démarrer en 2003. Tout simplement, la surprise, et ça s'arrête. Rebalance à la nuit. Non, je fais toujours quaternaire, moi. Je prends pas de la nuit. Et donc voilà, on va faire démarrer. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que jusqu'à 2020 et le Corona Fake, on voit que les valeurs alcooliques foutaient une raclée au Nasdaq. Ça quand même, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc l'alcool est donc un bon thème. Donc ça confirme qu'on est tous complètement drogués à l'alcool. Donc seulement depuis la crise du Corona, le Nasdaq est passé devant et clairement le Nasdaq est en haut. Alors j'ai donc cherché à comprendre pourquoi, alors que depuis 20 ans, enfin pendant 15 ans en fait, entre 2003 et 2018, les valeurs alcooliques, j'aime bien les appeler comme ça, les valeurs pour les alcooliques ont vraiment créé beaucoup de valeur. On était sur une base, si j'arrêtais en 2018, on va faire le test pour calculer. Et puis depuis rien. Alors en fait, l'explication, c'est qu'elles sont surcotées, elles sont overpricées. Et donc, il n'y a plus moyen de les valoriser en bourse. On en arrive à des dividendes de moins de 1%. Voilà, ça coûte trop cher. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont en phase d'attente et en phase un peu de récession. Et en même temps, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a chassé croisé avec les actions technologiques. Et quelque part, les actions technologiques commencent sérieusement à être overpricées à leur tour. Ce qui laisse présager d'ailleurs de la tronche. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi penser de la techno. Bref, donc si on remet si on arrête en 2018 au lieu d'arrêter en 2020, la création de valeur pour les valeurs alcooliques là, donc il y a 2 ans quand on se projetait, excusez-moi, il faut mettre 2017 pour que ça s'arrête en décembre 2017.
Voilà, et là on va voir 18% de création de valeur par an pendant 15 ans en fait entre le début de l'année 2003. Voilà, c'est quand même un énorme run, 18% de progression, c'est quand même fantastique en termes d'investissement comme performance. Donc moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que ma stratégie c'est de surveiller en fait. Je me dis est-ce que là ça fait donc maintenant 3 ans qu'on fait du surplace. Et ma stratégie, c'est de me demander si le purgatoire, voilà, la réduction du prix en bourse, de la rente des valeurs alcooliques, ramène des ratios un peu plus sains, même si j'ai regardé, c'est pas encore super sain. Est-ce que ça va pas reprendre dans le futur? Je sais pas quand. Donc cette stratégie des valeurs alcooliques, elle reste intéressante parce que je pense pas qu'on va s'arrêter de picoler. Je pense que là, il y a absolument le thème d'investissement. Souvenez-vous la vidéo 3 facteurs clés pour réussir ces investissements. Souvenez-vous, cette vidéo est super importante. Et d'ailleurs, dans la vidéo de David, quand il parle, il n'évoque ni plus ni moins pour les marchés paraboliques que l'un des facteurs clés exposés dans cette vidéo qui est évaluer si le thème en cours parabolique est toujours valide ou pas. Donc évaluer à partir du fondamental parce que juste à partir des critères techniques, c'est quasiment impossible de jouer les marchés paraboliques. Ça revient exactement à ce que je racontais dans un des facteurs clés. Et donc si on se pose la question, est-ce que cette récession depuis 2 ans est due à un changement majeur de la consommation des gens? Donc grosso modo, est-ce que les gens picolent moins ou est-ce que ça y est, c'est la fin, on va arrêter de picoler tous? Je sais pas pour vous, mais j'ai du mal, enfin du moins pour les hommes, on est à 95%, vous êtes des hommes en train de regarder cette vidéo, parce que les femmes avalent des cachets, elles picolent beaucoup moins que nous, mais on est tous ensemble les mecs, est-ce que vous allez arrêter de picoler? Moi du vin, des alcools et machin, moi je bois pas trop d'alcool parce que ça me met en vrac, mais le vin, j'ai des hauts et des bas, mais voilà, je me vois pas arrêter de boire du vin quoi. Donc et vous, je pense que vous non plus, je connais personne qui dit j'arrête de boire du vin quoi. Il y en a plein qui disent non, moi c'est bon, je peux m'arrêter, mais le mec il s'arrête une semaine ou 2 semaines, puis hop, c'est reparti pour un tour. Donc est-ce que ce thème est remis en question et va arrêter de produire de la valeur? Moi, j'y crois pas. Donc, à partir de là, on a une baisse liée à une survalorisation. Donc, c'est un épiphénomène, voilà, de moyen terme. Peut-être qu'il va falloir encore une année pour corriger, pour amener les ratios de valorisation un peu plus corrects par rapport à des normes historiques. Mais moi, je pense que ça restera un thème intéressant à surveiller pour les 10 prochaines années. Et d'une manière ou d'une autre, la moindre rebond, là, typiquement, pour imaginer, on trace une droite là, entre le plus haut et le plus bas de cette courbe. C'est un indice synthétique de 5 actions. Donc voilà, cette droite, elle va arriver par là. Pour imaginer que si ça commence, portefeuille commence à montrer des signes de reprise. Moi, j'en détiens une actuellement de valeur. Hein. Je l'ai, la Brown-Forman, je l'ai en portefeuille. Elle est super chère en bourse, mais c'est du momentum, elle est encore forte. Mais on peut imaginer que si cette courbe synthétique repart à la hausse, ça voudrait dire que voilà, le purgatoire des valeurs alcooliques a terminé et puis ça repart pour un nouveau tour de survalorisation. Donc ça reste un thème intéressant en bourse à surveiller pour parquer son argent, dans mon sens. Pas maintenant, mais à surveiller pour 2021, 2022. Et il est clair que si jamais il y avait une crise, une récession, enfin un vrai pic, quoi, avec un moins 30% sur ces valeurs-là, en ce qui me concerne, je constituerai une position très long terme, genre horizon 50, 10 ans, sur ces 5 titres, quoi. Je les prendrai en même temps, en fait, le même jour, pour constituer vraiment un indice synthétique. Voilà.